Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule sur le comportement du consommateur qui va porter sur la perception. La perception qui rentre dans les influences internes du consommateur et donc qui joue un rôle sur le comportement du consommateur. Pour cette séance, on va commencer par s'intéresser à la perception. Qu'est-ce que c'est? De nous proposer une définition. Ensuite, on verra le modèle linéaire du processus de perception qui est découpé en trois volets. D'abord, l'importance des cinq sens, comment on reçoit les stimuli de l'environnement. Ensuite, la catégorisation de ces informations. Et puis, l'interprétation. Donc, ce sera la grande partie d'aujourd'hui sera construite autour de ce modèle linéaire. Ensuite, on verra les nouvelles conceptions du processus de perception, puis les inférences sur nos perceptions. Donc, pour reprendre le modèle du parcours client, du parcours du consommateur, donc on a la reconnaissance du problème avec la reconnaissance du besoin qui a été vue dans les capsules précédentes. Et la recherche d'informations ensuite, et c'est dans cet ensemble que vont jouer nos perceptions. Quelques illustrations pour voir et essayer de faire attention à vos perceptions en lien avec donc, ces images qui sont pour la plupart des publicités. Qu'est-ce qu'elle vous inspire spontanément? Qu'est-ce que vous retenez de ces publicités? Donc des publicités joyeuses, des publicités plus tristes. Et pour terminer ce premier volet d'illustration, ce célèbre portrait donc, qui a été vulgarisé dans les années 30 par les psychologues Lipper et Boring sous le nom de la Boring figure. Donc, dans cette image, suivant vos perceptions, vous pouvez voir une vieille dame donc, qui a la tête inclinée vers le bas, ou autrement, vous pouvez avoir voir une jeune femme donc, qui est de dos et qui regarde en face d'elle. Donc voilà, c'est l'idée que suivant l'individu, on a des perceptions différentes suivant le contexte et on agit en fonction de notre perception du produit, de la marque, du message et pas forcément de la réalité. Donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, la perception, qu'est-ce que c'est? La perception, c'est une expérience, c'est un processus par lequel les consommateurs ils vont sélectionner, ils vont organiser, ils vont interpréter l'information qui parvient à leur sens. À nouveau, quelques exemples d'images. Donc avec cette publicité qui était pour mettre en avant les guides du restaurant au Canada, des meilleurs restaurants. J'ai retenu parce qu'il y a une étude qui a montré que quand il y avait un caractère subliminal sexuel, ça activait la mémorisation des publicités. Donc dans le livre, vous avez tout un volet sur les messages subliminaux que je ne traiterai pas dans cette capsule, mais que vous pouvez voir au travers du livre. Ce qu'on va traiter dans cette capsule, c'est ce fameux modèle linéaire du processus de la perception, qui voudrait qu'il y ait un stimuli, qui soit une image, un son, une odeur, une saveur, une texture, et que l'individu, il va recevoir ce stimuli et il va sélectionner certains éléments, qui va ensuite organiser, qui va catégoriser, puis il va les interpréter, et c'est cet ensemble qui va nous donner le processus de la perception. Donc le premier volet, il porte sur les sens. Donc nos différents sens, donc vous avez la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Et donc comment on va accueillir ces stimuli. Donc là, sur la vue, il y a un grand nombre d'études qui ont montré l'importance de la vue en marketing. Donc notamment une étude sur la bière, où ils ont présenté différentes bières à des consommateurs, donc 3 bières, et à chaque fois dans les 3 bières, il y avait la bière préférée du consommateur. Et le résultat de cette étude a montré que uniquement sur le goût, le consommateur était incapable de retrouver sa bière préférée. Donc une grande partie de nos préférences passe par la vue. Une étude similaire sur des yaourts où le même yaourt présenté dans un flacon en verre ou dans un flacon en plastique, le flacon qui était en verre, les consommateurs y donnaient une meilleure note en termes de goût alors que c'était le même produit, le même yaourt.
Donc le pouvoir de la vue en marketing, il est vraiment important, donc il est à considérer. Sur l'ouïe, là aussi, plusieurs études marketing ont montré l'influence des sons, donc notamment dans les expériences de magasinage. Et ben, suivant le rythme de la musique, il pouvait y avoir plus ou moins d'achats qui allaient être réalisés. Donc aussi une importance de ce sens et avec des implications marketing. L'odorat, l'odorat il est relativement connecté au goût. Donc là aussi vous avez une étude qui est présentée dans le livre, donc avec une odeur de lavande ou une odeur de citron dans un restaurant et l'influence que ça avait sur le comportement du consommateur, qu'avec l'odeur de lavande, les consommateurs étaient plus détendus et restaient plus longtemps dans le restaurant. Donc il y a aussi une forte influence de l'odorat sur nos comportements. Et donc c'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Il est de plus en plus présent. Vous passez devant une boulangerie, si vous diffusez l'odeur du pain dans la rue, ça peut augmenter le nombre de consommateurs. Le dernier point, le toucher, et le dernier sens que je vais décrire aujourd'hui, qui a aussi son influence en marketing, qui fait que le marketing par internet, il est difficile souvent parce que les consommateurs ne peuvent pas toucher le produit. Et les études montrent que quand on touche le produit, on commence déjà à s'approprier le produit. Donc c'est une des raisons que toutes les concessions automobiles vous invitent à faire des essais gratuits des voitures. C'est qu'une fois que vous l'avez essayé, que vous avez touché le produit, vous avez commencé à vous l'approprier. Et donc ça va naturellement déboucher sur des ventes. Donc voilà un petit tour d'horizon des 5 sens. Mais vous avez des détails aussi dans le livre avec d'autres exemples. Donc là, nous venons de parler des différents sens. Mais ces sens, ils servent à recevoir et accueillir des stimuli de l'environnement dont on a parlé, qui peuvent être de différentes natures. Pour que ces stimuli ils soient perçus par le consommateur, il faut que le stimuli il soit à un certain seuil. Et ce certain seuil, il va varier d'un consommateur à l'autre parce qu'on a des seuils différentiels. Donc suivant le système sensoriel de chaque individu, on va plus ou moins capter les stimuli. Par exemple, un nez, donc un professionnel de l'odorat, il va capter des stimuli beaucoup plus fins qu'un consommateur lambda comme nous sommes tous. Pour qu'il y ait donc chaque individu, il y a un seuil inférieur en dessous duquel on ne détecte pas le stimuli. Et il y a aussi un seuil supérieur, celui-là qui est moins intuitif. C'est que si le stimuli il est au-dessus d'une certaine intensité, le consommateur ne va pas le percevoir. Qu'est-ce qui fait qu'un stimuli il est plus facilement perçu? Donc une première réponse, c'est que ça dépend du consommateur. Une deuxième réponse qui là vient des études, il y a différents critères qui vont augmenter la réception ou non des stimuli. Il y a la taille et l'intensité. Plus les stimuli sont gros, plus les chances qu'ils soient remarqués par les consommateurs sont grandes. Donc c'est l'exemple des publicités où le son va augmenter entre l'épisode que vous regardez, le feuilleton que vous regardez. Au moment où la publicité arrive, on augmente le volume et du coup ça vous réveille et ça vous permet de mieux capter, mémoriser la publicité. Deuxième facteur, la couleur. Les annonces en couleur reçoivent en général plus d'attention que celles en noir et blanc. Donc ça aussi, ce sont des résultats d'études. La position fait référence à la place occupée par un stimuli dans le champ visuel de la personne. Plus de chances d'être remarqué si vous êtes à hauteur des yeux. Donc c'est pour ça que dans les supermarchés, les marques se battent pour être au centre, à la bonne hauteur, au milieu du rayon. Donc plus vous êtes à l'endroit où regarde le consommateur et plus vous avez de chances d'être mémorisé. Le contraste. Donc le contraste, c'est l'exemple de la climatisation en été. Quand vous rentrez dans un magasin alors que vous avez chaud, vous sentez cette bouffée d'air froide, et donc il y a une rupture dans les conditions de l'environnement. Et là, ce contraste amène que vous percevez mieux le stimuli. Le caractère concret. Plus l'information est concrète, plus l'impact est grand.
Une recommandation d'un achat d'un ami est plus vivante, plus intense qu'un tableau de chiffres qui compare les marques entre elles. Le caractère négatif. Les individus perçoivent plus facilement des informations négatives et vont mieux les mémoriser. Donc c'est un élément important à connaître. Donc il y a aussi des études qui ont montré que suivant les personnalités, ça pouvait nuancer un petit peu ce résultat, mais de manière générale, une information négative est perçue comme étant plus crédible et va être plus mémorisée. L'ordre de présentation. Donc ça, très important quand vous présentez vos projets de session. De manière générale, dans tous les cours, et bien, si vous présentez en premier ou en dernier, et bien, il y a une plus grande mémorisation de la marque, du produit, de la présentation. Donc c'est une préférence pour la primauté et pour les derniers, donc qui jouent sur la mémorisation. Et ça marche pareil pour un cours, vous retenez mieux les premiers éléments du cours et la conclusion. Et le dernier, l'ambiguïté. Il arrive que les stimuli ne correspondent pas aux attentes ou à une information immédiatement reconnue, ce qui peut causer de l'ambiguïté. C'est l'idée de surprise. Vous allez surprendre le consommateur par quelque chose auquel il ne s'attend pas. Et donc c'est cette surprise qui va faire qu'il reçoit bien votre stimuli. Autre incidence sur les stimuli qui va faire que le consommateur il perçoit ou non un stimuli, ce sont les facteurs motivationnels. Dans la précédente capsule, on a parlé de l'implication, mais on va retrouver cette idée. Plus vous êtes impliqué dans une gamme de produits ou envers une marque, et plus vous allez repérer les stimuli de cette marque. Les facteurs motivationnels, donc on a le besoin. Si vous avez soif, eh ben vous allez repérer les publicités en lien avec des boissons, que ce soit des boissons désaltérantes, parce que ça répond à ce besoin. Donc dans un autre contexte, vous ne les auriez peut-être pas vues, mais là vous avez ce besoin, donc vous allez identifier les publicités en lien avec votre besoin. Les préférences, donc ça, les marques que vous préférez, ben, vous allez davantage le voir que les autres. L'état affectif aussi va jouer un rôle sur le stimuli. Si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur, eh vous n'allez peut-être pas voir les mêmes publicités et pas accorder la même importance aux stimuli. Et enfin, l'accessibilité cognitive. Ça, c'est l'idée de quand vous apprenez un nouveau mot, et après vous allez le voir partout. Ou si si d'un coup vous avez découvert une nouvelle voiture que vous voulez acheter, vous commencez à la voir partout dans les rues, alors que vous pensiez que vous veniez de découvrir un nouveau modèle qui n'existait pas, et d'un coup vous vous rendez compte qu'en fait il y en a plein autour de vous. Donc c'est les facteurs motivationnels, donc on retrouve un peu l'idée d'implication, vont avoir une incidence sur les stimuli que vous allez voir. Donc là, on a vu dans la première partie, donc vous recevez des stimuli, et puis en fonction de vos 5 sens, vous allez accueillir ces stimuli. Vous allez en sélectionner certains, d'autres vous n'allez même pas les voir. Et donc la deuxième partie du processus de perception, c'est comment on va organiser ces informations, comment on les hiérarchise. Donc pour répondre à cette question, c'est l'école de Gestalt qui est un terme allemand qui signifie la configuration du tout. Donc c'est un courant de pensée qui a été fondé en 1920 et qui propose une solution pour expliquer comment on organise toutes ces informations que l'on capte à travers nos 5 sens. Selon cette école de pensée, le système perceptuel il fonctionne de manière à fournir une perception simple et entière. Il fonctionne selon 3 principes. Le premier principe, c'est la figure et le fond. C'est l'idée que la perception s'organise naturellement selon 2 plans. La figure, donc qui est l'élément au centre, et le fond qui est le contexte. Donc vous avez l'exemple de cette publicité LG où suivant comment elle était présentée, la figure pouvait être ou le mannequin ou le téléviseur. Donc il y a une forte importance en marketing parce que là, dans ce cas-là, c'est une publicité LG. Ce qu'on souhaite, c'est que la figure soit le téléviseur et que ce soit le téléviseur qui soit mémorisé par le consommateur qui visionne la publicité. Donc quelque chose de très important, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la fermeture et le contexte. C'est l'idée que le consommateur il a besoin d'une idée entière. Il ne peut pas fonctionner avec une idée incomplète et donc il va aller combler les vides, il va imaginer les vides. Donc vous avez cette publicité qui illustre très bien ce principe. Vous avez aussi là quelques exemples géométriques
qui montre que le cerveau, eh ben, il comble les trous pour faire une histoire complète et bien finie. Et le dernier volet, c'est la proximité et la similarité. C'est l'idée que l'individu, il va en fonction de la proximité des éléments, de la similarité et aussi de ce qu'il connaît, de son expérience, et ben, il va faire des liens, des rapprochements. Et donc les entreprises, elles ont intérêt aussi à jouer sur ce concept et elles le font très bien. Vous avez aussi plusieurs exemples dans le livre, mais là je vous en ai sorti un, donc avec les produits Le Petit Marseillais, où on voit qu'il y a une idée d'ensemble de produits. On essaye de rassembler tous ces produits sous une même bannière, sous une même marque qui est mise en avant, donc pour jouer sur ce concept de proximité et de similarité. Pour aller plus loin sur cette idée de proximité et de similarité, et le concept d'ensemble évoqué. L'ensemble évoqué, c'est ce que connaît le consommateur. C'est si vous demandez à un consommateur, citez-moi des marques de lessive, il va vous citer quelques produits, ben voilà, ce sont les marques qu'il connaît, et il va, quand il doit prendre des décisions, il va prendre ses décisions en fonction de cet ensemble évoqué, des solutions qui sont à sa portée. Au sein de cet ensemble évoqué, les études ont montré que le consommateur, il connaît entre 3 et 5 marques par domaine de produit. Donc la marque est un élément essentiel. Elle permet au consommateur de faire des raccourcis. À partir de la marque, une fois qu'il connaît la marque, il associe certains attributs à la marque et s'il a confiance en cette marque, qu'il aperçoit comme une marque de qualité, eh ben, il va pouvoir acheter presque aveuglement tous les produits qui sont en lien avec la marque. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel en marketing, comme vous pouvez l'imaginer, parce que ça permet derrière de vendre un grand nombre de produits aux consommateurs. Pour choisir ce nom de marque, quelques conseils. Communiquer sur le ou les bénéfices clés du produit dans le nom de la marque. Donc ça c'est l'idée de Burger King, c'est le roi du burger, c'est écrit dans le nom de la marque. Donc ça permet d'aider le consommateur à identifier les bénéfices clés des produits qui sont associés à la marque. Se différencier des concurrents, à moins qu'il s'agisse d'un produit. Que ce soit facile à prononcer et à retenir, pas plus de 2 ou 3 syllabes. Il faut imaginer que le cerveau du consommateur, il est feignant. Donc il a un ensemble évoqué, des capacités cognitives limitées. Et donc il va au plus court, il fait en fonction de son ensemble évoqué, il fait en fonction des marques qu'il connaît. Donc si la marque elle est trop difficile à mémoriser, eh ben, ça peut nuire à sa mémorisation et le consommateur peut préférer une autre marque. Et faire attention au sens de la marque dans les autres langues, dans les différents pays, qu'il n'y ait pas de contresens associé à la marque. Donc ça c'est pour choisir la marque. Comme j'ai dit précédemment, le consommateur dans son ensemble évoqué, il n'a que 4 ou 5 marques par domaine de produit. Donc une stratégie pour réussir à rentrer dans cet ensemble évoqué, c'est l'imitation, c'est de proposer des produits qui sont semblables à des produits existants ou à des marques existantes. Donc c'est l'exemple dans le livre que vous avez sur le sirop d'érable, où il y a eu une imitation et les consommateurs pensaient que c'était un produit issu de la même marque. Et donc ça a aidé à rentrer dans cet ensemble évoqué. Pour synthétiser cet aspect de la catégorisation, les objets de consommation sont caractérisés par un ensemble d'éléments ou attributs qui peuvent être très étendus, une voiture, le prix de la performance, de la consommation, de l'essence. Et les perceptions des consommateurs sont aussi fondées sur une combinaison de l'ensemble des attributs permettant la formation d'une image globale avec des éléments plus subjectifs. Pour l'entreprise, connaître l'image qu'elle projette auprès des consommateurs ainsi que celle des concurrents est très importante. Donc pour faire cela, on fait ce qu'on appelle des cartes perceptuelles pour voir comment la marque et les produits sont catégorisés par les consommateurs. Pour construire une carte perceptuelle, 4 étapes. La première, faire une étude préliminaire, identifier les marques en concurrence, les attributs déterminants, le vocabulaire qui est utilisé autour de la marque. Donc ce qu'on va faire par des études qualitatives. Deuxième étape, construire et tester le questionnaire auprès de quelques répondants. Ensuite, collecter les données auprès d'un échantillon plus large. Donc là, c'est un vrai travail statistique.
d'avoir le bon échantillonnage et ensuite l'analyse, donc l'analyse factorielle pour faire ressortir comment la marque est positionnée selon les critères précédemment identifiés et comment elle se distingue de ses concurrents et en quoi elle est similaire. Donc vous avez ici l'exemple pour des analgisants. Donc on voit que le même produit, vu que c'est à peu près la même molécule, et ben, elle est classée de manière différente selon les perceptions des consommateurs. Donc elle est catégorisée de manière différente par les consommateurs. Je reviens au processus. On a des stimuli qui sont captés par nos 5 sens. D'ailleurs, ils ne sont pas tous captés, mais il y a une partie qui est captée. Ils sont ensuite hiérarchisés, catégorisés pour mieux les traiter. Et la dernière étape, c'est l'interprétation. Donc pour interpréter, c'est cet ensemble d'informations qu'on a catégorisées. Et ben, il y a plusieurs schémas. À nouveau, l'idée, la métaphore du cerveau humain qui est feignant, donc il va prendre des raccourcis pour construire son information. Vous avez dans le livre une étude qui a été réalisée où on présentait une histoire relativement compliquée sur des Indiens d'Amérique. Et on voit que le cerveau humain, il fait des raccourcis, il retient que certaines informations en fonction de schémas. Il construit sa propre histoire. Il y a trois types de schémas, de raccourcis qui est pris par le cerveau humain selon les études. Il y a les stéréotypes. Donc on projette une image sur une personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis un costume marron pour correspondre au schéma, au stéréotype du professeur d'université. J'ai pas rapiécé les coudes, mais ça aurait pu. Donc d'autres stéréotypes, comme vous le voyez à l'écran, l'homme d'affaires avec une mallette, une tenue soignée, un téléphone portable, le touriste japonais de petite taille qui prend des photos partout. Donc c'est voilà, des stéréotypes, c'est des exemples, on en a plein. C'est une catastrophe d'avoir autant de stéréotypes et de juger les gens comme ça au premier abord. Mais les études montrent que c'est une réalité, que tout le monde fait ses raccourcis en fonction des marques que les individus portent, de leur comportement, et ben on va les ranger dans telle ou telle catégorie. Donc ça c'est le premier type de raccourci, de schéma que l'on utilise. Le deuxième c'est les schémas d'événements. Donc c'est l'idée qu'il y a un script, qu'il y a une succession d'événements qui sont importants et que d'autres sont moins importants. Et donc on va retenir ces schémas. Et si jamais vous avez un trou dans les schémas, et ben le cerveau va les compléter quand même par rapport à ce qu'il connaît. Il va boucher les trous parce qu'on sait que normalement ça s'enchaîne. Il y a un processus que ça s'enchaîne de telle manière. Et donc même s'il y a une des étapes qui n'est pas décrite, et ben le cerveau humain va compléter l'étape. Le dernier raccourci, c'est le côté fictif. Dans les schémas fictifs, c'est ce que l'imaginaire va projeter autour d'un produit ou d'une marque. Donc ça, voilà, ce sont les trois raccourcis sur lesquels le marketing peut jouer, comme vous pouvez le voir par ces quelques exemples. Donc là, on a vu ce côté processus linéaire de la perception, donc qui permettait de bien séparer, diviser les étapes et d'étudier chaque étape les unes par rapport aux autres. La réalité est un petit peu plus complexe et donc c'est ce qui a amené de nouvelles conceptions du processus de perception, que c'est pas forcément linéaire comme ça, où vous avez le stimuli, les sens qui reçoivent le stimuli, vous catégorisez les informations, vous interprétez ce que vous avez catégorisé et ensuite vous faites une idée. La réalité, elle est un petit peu plus complexe. Déjà, ces étapes, elles peuvent se mélanger un peu, donc ce qui amène de nouvelles conceptions du processus de perception. Donc vous avez ici, par exemple, le cycle perceptuel de Neisser, où ce serait plus une boucle et on serait en continu. On reçoit de l'information et que l'on traite en vue d'adopter un comportement. Donc, selon ces études, c'est un modèle qui serait plus proche de la réalité. Face à la perception, il y a aussi des interférences. Donc, ce sera le dernier volet de cette capsule. Donc, qu'est-ce qui modifie nos perceptions ? La perception des causes. L'individu, il cherche naturellement à faire des liens de causalité à effet.
on cherche, ah bah si lui il a réussi, c'est parce qu'il avait des parents qui l'ont aidé. Donc l'individu il cherche comme ça en permanence des causes et il fait des liens qui ne sont pas forcément réels, ça peut être des biais, mais on va attribuer une cause à une conséquence de manière spontanée. Autre interférence, c'est l'interférence du risque. Donc une situation est risquée si le consommateur perçoit des conséquences négatives à la réalisation du comportement et que la probabilité que ce soit le cas. Le risque perçu a plusieurs dimensions. Il y a le risque de performance, le risque financier, le risque de sécurité, le risque social et le risque psychologique. Et donc tous ces risques vont modifier les perceptions et peuvent empêcher d'accéder à certains stimuli, à certaines informations. Les perceptions relatives à la variable prix, donc les consommateurs donnent au prix une signification étendue, une zone d'acceptation. Donc par exemple dans le marketing du luxe, des fois, si on augmente le prix sans aucune raison, mais juste de l'augmenter, et ça peut envoyer un signal de qualité. Même si on ne change rien, on joue juste sur la variable prix, et ça va modifier les perceptions des consommateurs. Donc c'est un biais parce que ce n'est pas relié à la réalité du produit, mais c'est une manière de modifier les perceptions des consommateurs. Autre biais, c'est en lien avec la perception de la qualité. Si vous avez de la difficulté à évaluer de manière objective la qualité d'un produit, donc avec des caractéristiques physiques, par exemple pour évaluer la fiabilité d'une voiture et que vous n'avez pas accès à ces informations, vous allez commencer l'imaginaire va rentrer en jeu et donc vous allez vous intéresser à d'autres aspects qui ne sont pas forcément liés à la qualité. Donc vous allez arriver à un niveau d'abstraction supérieur, plus subjectif pour évaluer la qualité d'un produit ou d'une marque. Et la dernière interférence, c'est les interférences pragmatiques. C'est l'idée que, un peu toujours dans la même idée que le cerveau il va combler les trous manquants, et ça fait des interférences erronées à partir d'informations qui sont littéralement exactes. Donc des exemples, Burger King vous en donne plus pour votre argent. Ce qui manque, c'est par rapport à quelle entreprise, par rapport à quelle marque. Donc, là, le cerveau pourrait se dire c'est par rapport à tous les restaurants. Et là, ce serait effectivement une information qui pourrait être erronée. Donc, il y a une affirmation, autre exemple, l'affirmation de la conséquence. Les femmes d'apparence jeune utilisent oil et olé. C'est possible qu'il y ait des femmes d'apparence jeune qui utilisent oil et olé, mais peut-être pas toutes les femmes. Alors qu'on aurait tendance à projeter que toutes les femmes utilisent oil et olé, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, vous voyez, il manque une information et le cerveau il complète, il fait des raccourcis qui peuvent être erronés et qui peuvent servir la marque ou la desservir. On arrive à la fin de cette capsule en lien avec le chapitre 3. Je vous laisse quelques questions de quiz à travailler pour amener plus loin la réflexion et à bientôt pour le prochain chapitre.